Bonjour. Section 4. La détermination du RND risque de non-détection et les contrôles de substances. Procédé de corroboration. 4-1. Détermination du risque de non-détection. Les tests de validité constituent la conséquence du niveau de risque de non-détection. Le niveau de risque de non-détection, RND, acceptable, est lui-même fonction de la fixation définitive du niveau du risque de contrôle suite au test de contrôle. Le risque inhérent étant fixé depuis la phase de planification. Le risque inhérent fixé depuis la planification, en principe définitivement, sauf exception. Le risque de contrôle, jugement préliminaire, depuis la planification, hypothèse 1 pour une stratégie corroborative, hypothèse 2 une stratégie mixte, menant au test de contrôle, fixation définitive du risque de contrôle. La formule du RND, risque de non-détection, est égale au risque d'audit divisé par le risque inhérent fois le risque de contrôle. Autrement dit, le risque d'audit est égal à la multiplication de trois éléments. Risque d'audit égale risque de non-détection fois le risque inhérent fois le risque de contrôle. Si le risque de non-détection acceptable est élevé, les procédés de corroboration seraient limités et moins coûteux. Si le risque de non-détection acceptable est faible, le procédé de corroboration serait étendu et plus coûteux. 4-2. Les contrôles de substances ou procédés de corroboration. L'auditeur planifie et met en œuvre des procédés de corroboration pour tenir compte de son appréciation du risque d'anomalie significative. Plus il évalue que le risque est élevé, plus il est probable que les procédés de corroboration seront mis en œuvre vers la fin de la période. Et l'étendue de ces procédés augmente, et la nature des procédés de corroboration revêt de l'importance. Petit a, calendrier d'application des procédés de corroboration. D'après le paragraphe 56 de l'ISA 330, lorsque des contrôles de substances sont réalisés à une date intermédiaire, l'auditeur doit mettre en œuvre des contrôles de substances complémentaires ou des contrôles de substances en association avec des tests de procédure pour couvrir le restant de la période afin d'avoir une base raisonnable permettant d'extrapoler que les conclusions de l'audit à la date intermédiaire sont toujours valables à la fin de la période. Dans certaines circonstances, des contrôles de substances peuvent être réalisés à une date intermédiaire. Cela augmente cependant le risque que des anomalies existantes à la fin de la période ne soient pas détectées par l'auditeur. Ce risque augmente si la durée jusqu'à la fin de la période est plus longue, lorsqu'il envisage la mise en œuvre de contrôles de substances à une date intermédiaire. L'auditeur tient compte des facteurs tels que l'environnement de contrôle et les autres contrôles pertinents, la disponibilité de l'information à une date ultérieure nécessaire pour mettre en œuvre les procédures d'audit. L'objectif des contrôles de substances. L'évaluation du risque d'anomalie significative. La nature du flux d'opération ou du solde de compte et les assertions sous-jacentes. La possibilité pour l'auditeur de réaliser des contrôles de substances appropriés ou des contrôles de substances associés à des tests de procédure, afin de couvrir le restant de la période et de réduire ainsi le risque que des anomalies qui existent en fin de période ne soient pas détectées. Il est donc possible d'appliquer des procédés de corroboration à une date intercalaire avant la clôture. Toutefois, l'auditeur doit mettre en œuvre, pour la période restante, des procédés de substances supplémentaires ou une combinaison de procédés de substances et de tests des contrôles procurant un fondement raisonnable à l'extension des conclusions d'audit à la période comprise entre la date intermédiaire et la date de clôture. Parallèlement, lorsque des procédés de corroboration sont appliqués à une date intermédiaire, cela augmente le risque que des anomalies pouvant exister à la fin de la période ne soient pas détectées par l'auditeur. Ce risque court avec la durée de la période restante.
Lorsqu'il se demande s'il y a lieu de mettre en œuvre des procédés de corroboration à une date intermédiaire, l'auditeur tient compte des éléments suivants: l'environnement de contrôle, les autres contrôles pertinents, l'objectif du procédé de corroboration, l'appréciation du risque d'anomalie significative, la nature de la catégorie d'opération ou du solde de compte et des assertions connexes, sa capacité de réduire le risque grâce à la mise en œuvre de procédés de corroboration adéquats ou de procédés de corroboration combinés à des tests des contrôles pour couvrir la période restante. Petit b. Nature des contrôles de substance. Quelle que soit l'appréciation du risque d'anomalie significative, l'auditeur doit planifier et mettre en œuvre des procédés de corroboration. D'après le paragraphe 22 de l'ISA 500, l'auditeur planifie et met en œuvre des contrôles de substance pour répondre à une évaluation spécifique du risque d'anomalie significative qui prend en compte, le cas échéant, le résultat des tests de procédure réalisés. L'évaluation du risque par l'auditeur repose en toute hypothèse sur son jugement professionnel et elle peut donc ne pas être suffisamment précise pour identifier tous les risques d'anomalie significative. De plus, il existe des limites inhérentes au contrôle interne, telles que le risque que la direction outrepasse les contrôles, la possibilité d'une erreur humaine et l'impact des modifications dans les systèmes. Pour cette raison, des contrôles de substance des flux d'opération, des soldes de compte et des informations fournies dans les états financiers, dès lors qu'ils sont significatifs, sont toujours nécessaires pour recueillir des éléments probants suffisants et appropriés. Les contrôles de substance permettent à l'auditeur de détecter des erreurs monétaires ou des anomalies dans les transactions, informations et les soldes plutôt que les exceptions ou les écarts d'application des contrôles. Les tests substantifs fournissent à l'auditeur une évidence sur le respect et la sincérité relative aux assertions significatives sous-tendant l'établissement des états financiers. On peut procéder à un seul type de test ou par une combinaison en fonction du risque de non-détection prévu et donc du risque d'anomalie significative. D'après le paragraphe 48 de l'ISA 330, des contrôles de substance sont réalisés en vue de détecter des anomalies significatives au niveau des assertions. Ces contrôles comprennent des vérifications de détails des flux d'opération, des soldes de compte et des informations fournies dans les états financiers, ainsi que des procédures analytiques de substance. L'auditeur planifie et réalise des contrôles de substance pour répondre à l'évaluation de risques d'anomalies significatives. Les procédés de corroboration comprennent, selon chaque famille d'assertion, 1. Des tests détaillés des flux d'opération, des soldes de compte et des informations fournies dans les états financiers, et 2. Des procédures analytiques de substance. Les tests détaillés des catégories d'opérations et des soldes. Les tests de détail s'entendent des contrôles portant sur le détail des opérations, soldes et informations. Ce sont donc des contrôles visant à justifier la validité du contenu des états financiers sur la base de pièces comptables ou de tout autre élément probant. L'auditeur conçoit des tests détaillés qui tiennent compte de l'appréciation des risques dans le but de réunir des éléments probants suffisants et adéquats pour obtenir le niveau d'assurance prévu au niveau des assertions. Lorsqu'il conçoit des procédés de corroboration visant les assertions relatives à l'existence ou à la réalité, l'auditeur choisit certains des éléments pris en compte dans la détermination d'un montant figurant dans les états financiers pour y trouver des éléments probants pertinents. En revanche, lorsqu'il conçoit des procédés d'audit visant l'assertion relative à l'exhaustivité, l'auditeur choisit des éléments probants parmi ceux qui indiquent qu'un élément devrait être pris en compte dans la détermination du montant en cause figurant dans les états financiers et fait enquête pour savoir si cet élément est bien pris en compte. Par exemple, l'auditeur pourrait examiner les décaissements subséquents pour déterminer si certains achats ont été omis. L'auditeur s'assure en effectuant ces tests si les transactions enregistrées existent et que l'ensemble des transactions effectuées sont enregistrées et concernent la période. Si elles sont correctement classées, totalisées et reportées sur les fiches et balances. Dans ces tests, l'auditeur obtient une évidence d'audit à partir d'un échantillon de transactions. Les coûts de ces tests sont plus importants que ceux de l'examen analytique. Par exemple, l'auditeur circularise les banques pour confirmer le solde en comptabilité, les clients pour confirmer les comptes à recevoir. L'auditeur s'assure de l'existence des immobilisations et stocks par inspection physique.
L'exemple suivant montre la manière progressive de concevoir les tests sur les soldes des banques. D'après les A500 révisés, les moyens utilisés comprennent notamment 1. Inspection des comptes ou des documents. 2. Inspection des actifs corporels. 3. Observation. 4. Prise de renseignements. 5. Confirmation. 6. Reprise des calculs. 7. Reprise des contrôles. 8. Procédé analytique. 1. Inspection des comptes ou des documents. L'inspection consiste à examiner des enregistrements dans les livres comptables ou des documents, soit internes, soit externes, sous forme de papier, sous forme électronique ou autre support. L'inspection des enregistrements et documents fournit des éléments probants dont la fiabilité varie en fonction de leur nature et de leur source, et dans le cas d'enregistrement ou de documents internes, en fonction de l'efficacité du système de contrôle. 2. Inspection des actifs corporels. L'inspection des actifs corporels consiste en un contrôle physique de ces actifs. Elle fournit des éléments probants fiables quant à leur existence, mais pas nécessairement quant aux droits et obligations détenus par l'entité ou quant à leur propriété ou leur valorisation. 3. Observation physique. L'observation consiste à examiner un processus ou la façon dont une procédure est exécutée par d'autres personnes. Elle fournit des éléments probants concernant l'exécution d'un processus ou d'une procédure, mais elle se limite au moment où elle a lieu. Elle est aussi limitée parce que le fait qu'une personne se sente observée peut influencer la façon dont elle exécute la procédure ou le processus. Cette procédure est envisageable surtout pour tester les contrôles. 4. Demande d'information. La demande d'information consiste à se procurer des informations aussi bien financières que non financières auprès de personnes bien informées ayant des responsabilités financières ou non à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entité. La demande d'information est un procédé largement utilisé tout au long de l'audit qui sert souvent de complément à l'application d'autres procédés. Les demandes d'information englobent les demandes écrites formelles et les demandes orales informelles. Les réponses aux demandes d'information peuvent fournir à l'auditeur des informations qu'il ne connaissait pas au préalable ou des éléments probants corroborants. A l'inverse, les réponses peuvent fournir des informations qui diffèrent significativement des autres informations que l'auditeur peut avoir recueillies. Par exemple, les informations sur la possibilité pour la direction de contourner les contrôles. Sur certains aspects, l'auditeur obtient des déclarations écrites de la part de la direction pour confirmer les réponses données aux demandes d'information orales. Par exemple, l'auditeur obtient généralement des déclarations écrites de la direction sur des aspects significatifs lorsqu'aucun autre élément probant suffisant et approprié ne peut raisonnablement être recueilli, ou lorsque les autres éléments probants recueillis sont de qualité moindre. Voir la norme ISO 580. Déclaration de la direction. Pour plus d'informations concernant les déclarations écrites, dans certains cas, les réponses aux demandes d'information peuvent également fournir à l'auditeur un motif pour modifier ses procédures d'audit ou exécuter des procédures d'audit supplémentaires. 5. Demande de confirmation, l'ISA 505. La confirmation, qui constitue un type particulier de prise de renseignement, consiste à obtenir directement d'un tiers une déclaration concernant des informations ou l'existence d'une situation. C'est donc une réponse à une demande d'information visant à corroborer des informations contenues dans les documents comptables. Exemple, circularisation des tiers. Les demandes de confirmation sont fréquemment utilisées pour vérifier les soldes de compte et leurs composants, mais ne sont pas limitées à ces éléments. Par exemple, l'auditeur peut demander une confirmation des termes d'accords conclus ou d'opérations qu'une entité a réalisées avec des tiers afin de savoir si des modifications ont été apportées à l'accord initial. Et s'il en est ainsi, quels en sont les points importants? Les demandes de confirmation sont aussi utilisées pour recueillir des éléments probants quant à l'absence de certaines conditions. Par exemple, l'absence d'accords parallèles qui peuvent avoir un effet sur la comptabilisation des produits. Les confirmations externes des tiers permettent de s'assurer des assertions, existence, droits et obligations, exhaustivité et rattachement, mais pas des assertions d'évaluation ou de présentation. Pour se prononcer sur un compte, il faut vérifier l'ensemble des assertions. En conséquence, le procédé de confirmation externe n'est pas suffisant pour se prononcer sur les comptes. Ce procédé peut être combiné avec d'autres. Petit a. L'application des confirmations externes est-elle nécessaire? D'après l'ISA 505, paragraphe 2, l'auditeur détermine si l'utilisation des confirmations externes est nécessaire.
Cette évaluation est fonction de caractère significatif de l'élément, résultat de son évaluation, de risque inhérent et de risque de contrôle, la façon dont les éléments probants obtenus par d'autres procédures réduiront le risque relatif à l'assertion. En conclusion, l'application des confirmations externes est nécessaire si les comptes à circulariser sont significatifs, le risque inhérent et le risque de contrôle est élevé, et enfin, il n'y a pas vraisemblablement d'autres procédures alternatives. Petit b. Confirmation positive ou négative. L'ISA 505 donne une description des types de confirmation avec des conditions d'utilisation. L'utilisation des demandes de confirmation négative n'est pas appropriée, notamment s'il est confirmé que le risque inhérent pour le risque de contrôle est élevé, en raison des faiblesses dans son environnement de contrôle et des risques du secteur. L'ISA 505. Petit c. Le recours aux nouvelles technologies pour la confirmation est possible. Toutefois, l'auditeur considère l'authenticité des réponses et procède aux investigations qu'il juge utiles en cas de doute. Il doit rester attentif à la validité des sources de réponses reçues par des voies autres que postales. L'utilisation des demandes de confirmation à une date intercalaire est possible si les conditions prévues par les A505 et 37 sont remplies, et notamment s'il est confirmé que le risque inhérent pour le risque de contrôle est faible. 6. Contrôle arithmétique. Il s'agit d'une vérification de l'exactitude arithmétique des documents justificatifs ou d'enregistrement comptable. Elle peut être effectuée à l'aide des technologies de l'information, par exemple en obtenant un fichier électronique de l'entité et en se servant du TCAO, technique de contrôle assistée par ordinateur, pour contrôler l'exactitude de la synthèse du fichier. 6. Réexécution, reprise des contrôles. La reprise des contrôles et l'exécution indépendante par l'auditeur, de façon manuelle ou à l'aide du TCAO, de procédures ou de contrôles initialement mis en œuvre dans le cadre du contrôle interne de l'entité. Par exemple, la reprise du classement chronologique des débiteurs, classement par âge des créances clients. Les procédures analytiques, les AD 520, procédures analytiques. D'après le paragraphe 38 de l'ESA 500, les procédures analytiques consistent en des appréciations de l'information financière à partir de l'étude de corrélation plausible entre des données aussi bien financières que non financières. Les procédures analytiques comprennent aussi l'examen des variations et des corrélations constatées qui sont incohérentes avec d'autres informations pertinentes ou qui présentent un écart significatif par rapport au montant attendu. Les procédures analytiques consistent à évaluer l'information financière par l'étude des relations plausibles entre des données, tant financières que non financières. Les procédés analytiques comprennent aussi l'enquête au sujet des fluctuations qui ont été relevées et relations qui ne cadrent pas avec les autres informations pertinentes ou qui s'écartent significativement des montants prévus. L'examen analytique consiste, d'après la CNCC de France, norme 2103 de septembre 1987, à effectuer des rapprochements entre des données actuelles telles qu'elles apparaissent au niveau des états financiers avec des données antérieures, postérieures et prévisionnelles émanant de l'entreprise même ou des firmes similaires. Des relations sont à établir entre les diverses données examinées. Analyser les fluctuations et les tendances. Étudier et analyser les éléments inhabituels, de par leur nature ou leur montant, résultant de ces comparaisons. Cette institution française, dans sa note d'information numéro 6 de février 1986, classe les procédures analytiques en 4 catégories. La revue de vraisemblance. Cette technique consiste, pour un solde ou une opération, de procéder à un examen critique qui peut a priori indiquer l'existence d'anomalies compte caisse créditeur, écriture comptable sans libellé. La comparaison de données absolues. Cette technique consiste à faire des tests de cohérence des données de l'exercice en les comparant avec celles des périodes antérieures, des budgets et des entreprises comptables. La comparaison de données relatives. Il s'agit de déterminer et de commenter des ratios significatifs. L'analyse des tendances. Il s'agit d'analyser les résultats issus de la comparaison des données absolues
ou relatifs pour se forger une idée sur l'évolution des chiffres clés et tirer des conclusions sur les conséquences des tendances. Les procédures analytiques peuvent être utilisées à maintes reprises tout au long du déroulement de la mission d'audit. 1. Lors de la planification, la revue analytique globale peut efficacement servir à faciliter la prise de connaissances et à définir les zones de risque. 2. Lors du contrôle des comptes, les procédures analytiques détaillées peuvent aider à la collecte des éléments probants. 3. À la fin de la mission, l'examen analytique global peut être utilisé pour s'assurer de la cohérence des travaux d'audit avec les états financiers. Par ailleurs, les procédures analytiques sont appliquées aux comptes de situation comme aux comptes de gestion. Elles sont toutefois plus efficaces pour ces derniers. En effet, les soldes des comptes de résultats sont prévisibles et leur tendance a plus de sens que celle des comptes de situation qui sont plutôt affectés par des modifications de politique financière ou commerciale. Enfin, il y a lieu de s'interroger sur la force probante des procédures analytiques. En effet, les tests sur les contrôles ne renseignent que sur réunion ou non des conditions nécessaires pour que les comptes reflètent fidèlement la réalité de l'entreprise. A l'inverse, les procédures analytiques donnent, au même titre que les tests de détail, une assurance sur les montants comptabilisés. Néanmoins, à la différence des tests de détail, qui sont à même de donner une assurance sur chaque opération contrôlée et de permettre ainsi de quantifier avec précision les anomalies relevées, les procédures analytiques ne permettent généralement que la détection d'anomalies. Elles ne permettent tout de même pas d'apporter par elles-mêmes de preuves de ces anomalies. Ainsi, la force probante de l'examen analytique n'est que corroborative et ne peut être persuasive que si des tests de détail viennent confirmer les écarts attendus dégagés par cet examen. D'après le paragraphe 13 de l'ESA 520, l'auditeur applique des procédures analytiques à l'achèvement pour tirer une conclusion générale sur la cohérence d'ensemble des états financiers. Les conclusions tirées du résultat de ces procédures visent à corroborer les conclusions auxquelles l'auditeur est parvenu. Toutefois, ces procédures peuvent également identifier des domaines devant faire l'objet de procédures complémentaires. L'examen analytique est également utilisé dans la phase de test pour obtenir une évidence relative à une assertion particulière. Généralement, l'examen analytique n'est pas à lui seul une procédure de validation. Il est appelé examen analytique à assurance limitée. En effet, la littérature de la profession a, sur la base de recherches menées aux États-Unis d'Amérique, détermine les pourcentages suivants sur la capacité de l'examen analytique à détecter des anomalies. 19% des erreurs totales après l'examen analytique, 45,6% des erreurs totales avant l'examen analytique, un différentiel de 26,6% entre l'avant-examen analytique et après l'examen analytique. 24% des erreurs répandues après l'examen analytique, 54,9% d'erreurs répandues avant l'examen analytique, le différentiel est de 30,9% entre après l'examen analytique et avant l'examen analytique. 27% des erreurs très répandues avant l'examen analytique et 69% des erreurs très répandues avant l'examen analytique. Le différentiel est de 42%. Ainsi, on peut affirmer que l'examen analytique couvre le risque de non-détection à concurrence du pourcentage du différentiel. La mise en œuvre des procédures analytiques de validation comprend ces étapes. 2-1. Identifier les calculs et les comparaisons à effectuer. Il s'agit d'effectuer une comparaison des données dans l'absolu
Comparer le solde d'un compte avec un montant attendu ou prévisible. Une analyse verticale, calculer des pourcentages par rapport au total de certaines composantes des états financiers. Une analyse par les ratios, calculer les principaux ratios, par exemple le ratio de solvabilité, de rentabilité, d'efficacité. Une analyse des tendances, comparer dans le temps des indications, par exemple le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation. Généralement, dans cette étape, l'auditeur réalise ces techniques de manière moins globale. Il faudrait également tenir compte de la saisonnalité de l'activité. 2-2. Développer les estimations prévisibles. Ces estimations sont basées sur l'hypothèse selon laquelle les relations entre les différentes données continuent à être les mêmes en l'absence de preuves du contraire. Elles découlent des sources suivantes. Une source temporelle, future, qui est le budget approuvé. Une source temporelle passée, ce sont les performances historiques de l'entreprise, comparaison avec les chiffres de l'année dernière. Relation entre les éléments des états financiers, exemple, revenus et coûts des marchandises, vendus, immobilisation et charges d'amortissement. Comparaison avec les données du secteur, les performances de l'entreprise devraient normalement évoluer conformément au secteur d'activité. Relation avec les éléments extra-comptables, exemple, relation entre l'évolution de l'effectif du personnel et les charges du personnel. 2-3. Analyser les données et identifier les différentes significatives. Les différentes significations. Il s'agit de comparer les chiffres présentés par l'entreprise avec les données passées, les estimations prévisibles, les données sectorielles, ou le budget permettant ainsi de dégager des écarts. Ces écarts sont présentés en valeur et en pourcentage à l'effet de se prononcer sur leur caractère significatif. 2-4. Faire des investigations concernant les différences inattendues. Ces investigations donnent lieu généralement soit à une remise en cause de l'estimation, soit à une explication de la part de la direction. Ces différences sont généralement appréciées comme des facteurs augmentant les risques d'erreur dans les comptes. En conséquence, lors de la mise en œuvre des tests d'audit, l'auditeur prévoit des tests plus étendus sur les comptes présentant des différences inattendues et inexpliquées. Alors que pour les comptes ne présentant pas de différence, l'auditeur prévoit des tests allégés. Il existe deux types d'examens analytiques: examen analytique persuasif et examen analytique corroboratif. L'examen analytique persuasif consiste à estimer ce que devrait être le solde du compte extra-comptable, comparer l'estimation avec le solde comptable réel, apprécier le caractère significatif de l'écart éventuel, conclure sur la fiabilité du compte. Le solde estimé doit se situer dans l'intervalle solde comptable plus ou moins l'erreur tolérable. Un exemple, d'après les normes sectorielles, le coût moyen par salarié 5000 dinars. L'entreprise auditée emploie 100 salariés, frais de personnel estimés à 500 dinars. Si le solde comptable réel est de 550 000 dinars et que l'erreur tolérable est supérieure à 50 000 dinars, le compte est considéré comme fiable. Si l'erreur tolérable est de 20 000 dinars, le compte n'est pas fiable, il est surévalué de 30 000 dinars. L'examen analytique corroboratif. Ce test est utilisé en association avec les autres tests. Il a pour objectif de confirmer les conclusions issues des autres tests. Il permet ainsi de juger si les autres tests ont été suffisants ou non. L'examen analytique corroboratif corrobore les autres contrôles. Il est noté l'importance du chemin de révision concernant spécialement les tests de détail, mais aussi les tests sur les contrôles. Sans ce fil conducteur, l'auditeur risquerait de contrôler des opérations isolées sans faire de lien entre celles-ci et les états financiers. Simon, 1987. L'auditeur doit en effet tantôt partir de la comptabilité pour descendre au justificatif, généralement dans les tests pour surévaluation.
tantôt partir d'une pièce justificative ou d'une information interne ou externe pour voir sa traduction comptable, généralement dans les tests pour sous-évaluation. Aussi, il vaut mieux que la validité d'une opération soit vérifiée en même temps sur les plans comptables, juridiques et fiscaux, qui sont généralement interdépendants. Précisons enfin que les tests de détail comportent un grand nombre de travaux matériels, alors que les tests sur les contrôles et les procédures analytiques nécessitent beaucoup plus d'expérience et de qualification. Les travaux matériels peuvent alors être confiés dès le niveau d'assistant débutant sous la supervision du responsable de la mission senior. Les niveaux hiérarchiques plus élevés prennent en charge les tests de détail particulièrement délicats et entrées aux opérations exceptionnelles, consolidation, fusion, problèmes juridiques et fiscaux, estimation comptable. Un schéma récapitulatif du test d'audit. Risque de non-détection allant de très faible à faible, modéré à élevé. Test de substance, très effectif, nature, moins effectif. Le timing après la date de clôture, intérimaire. L'étendue, échantillon large, échantillon limité. Merci pour votre attention.